Échec à Arnhem. Et les grands ports de la Manche ne sont toujours pas accessibles aux Liberty Ships. Certes, les Américains ont atteint la ligne Siegfried, mais ils ne la percent pas. Au mieux, ils la grignotent. Ainsi, Hitler et les SS, qui commandent aux forces armées, ont réussi à gagner du temps, et ce sont les populations libérées qui commencent à s'en inquiéter. Pour commenter les actualités allemandes et américaines qui évoquent toutes deux le drame d'Arnhem, nous sommes avec le professeur Ten Have, qui est hollandais lui-même, à qui je demande tout de suite comment se fait-il que ce soit en Hollande, aux Pays-Bas, que la haine des Allemands, si j'ose dire, soit restée la plus vivace, avec la Russie peut-être, de tous les pays européens. C'est une question difficile. Et la réponse n'est pas facile. Je crois qu'il faut dire quelque chose sur la situation. Les Néerlandais ont beaucoup de points communs avec les Allemands, mais il y a aussi beaucoup de points de différence dans l'histoire, en particulier la manière dont nous percevons l'autorité, le gouvernement, et ce passé absolutiste des Allemands est quelque chose que les Néerlandais n'aiment pas beaucoup. Et ensuite est arrivée la Deuxième Guerre mondiale, l'occupation, cette perte d'indépendance, et cette haine s'est développée contre l'Allemagne. Eh bien, on va voir les actualités allemandes d'abord. On parlera d'Arnhem, mais d'autres problèmes. Et nous verrons un peu quelle a été l'attitude des Hollandais pendant la guerre, ce qui n'a pas été suffisamment dit encore à Histoire parallèle. In diesen Tagen sieht der Landdienst der Hitlerjugend auf sein 10-jähriges Bestehen zurück. Wie hier im Lehrhof Kuchelbach werden Jungen und Mädel, die zumeist aus der Stadt kommen, in zahlreichen Landdienstlagern und Lehrhöfen auf ihren späteren Beruf als Landdienstführer, Wehrbauer und Bäuerin ausgebildet. Beim praktischen Unterricht am Schlepper und an der Mähmaschine. Gerade diese Ausbildung ist im Hinblick auf den späteren Einsatz besonders notwendig. Tierpflege ist eines der wichtigsten Arbeitsgebiete. Gemeinsamer Unterricht macht die angehenden Landdienstführer und Führerinnen mit den Getreide- und Unkrautarten vertraut. Das Schärfen der Sense will gelernt sein, denn gut geschärft ist halb gemäht. Schon lange bevor durch Verordnungen der Arbeitseinsatz der deutschen Volksgenossen geregelt war, standen Hunderttausende von Männern und Frauen an ihren Arbeitsplätzen und erfüllten weit über ihre Altersgrenze hinaus täglich mehr als ihre Pflicht. Dieser 70-Jährige schafft als Schwerarbeiter in einem Rüstungsbetrieb. Er ist ausgebombt und hat einen Sohn im Felde verloren. Im gleichen Betrieb arbeitet diese Frau als Kabelentenmacherin. 2 ihrer Söhne sind im Felde gefallen. Sie arbeitet unermüdlich für den Sieg. Als Flaschenspülerin in einer für die Wehrmacht arbeitenden Brennerei erfüllt diese Frau mit 65 Jahren eine volle Arbeitszeit. Und mit ihr zusammen wirkt diese Frau mit über 60 Jahren im gleichen Betrieb als Etikettiererin. 3 ihrer Söhne stehen für Deutschland an der Front. Dieser fast 70-Jährige steht als Schlosser, der Sohn und Schwiegertochter im Krieg verlor, täglich an der Werkbank. Sie alle sind Beispiel treuen Schaffens und Vorbild unermüdlicher Pflichterfüllung. Auch im Friseurhandwerk bringt die totale Kriegführung Neuerungen mit sich. Durch den Ausfall zahlreicher Herrenfriseure, die zur Wehrmacht, Polizei und Rüstung eingezogen sind, hat sich die Notwendigkeit ergeben, die entstandenen Lücken durch weibliche Arbeitskräfte auszufüllen.
In der Fachschule für Friseure werden die weiblichen Lehrlinge mit den notwendigen Voraussetzungen für die Bedienung der männlichen Kundschaft vertraut gemacht. In einer Werkschau Frauen schaffen Hausgeräte und Spielzeug gibt die Reichsfrauenführung wertvolle Anregungen für die Erneuerung und Ergänzung des Hausrates. Maisblätter, Stroh und Binsen sind der Rohstoff, aus dem diese praktischen Dinge geschaffen werden. Die Maisblätter werden eingeweicht und geschnitten. Unter fleißigen, flinken Händen entstehen kleine Kunstwerke. Sehen Sie selbst, ist das nicht nett? Professeur Ten Hove, vous êtes hollandais, vous voyez pour la première fois ces actualités allemandes. Quelle réaction suscite-t-elle pour vous? Nous sommes actuellement en octobre 1944. C'est absolument sidérant de voir comment la propagande allemande a réussi à présenter la guerre comme une réussite, un succès, alors qu'on sait combien les choses allaient mal dans la réalité. Deuxième remarque, on peut voir sur ces actualités que la situation était vraiment très mauvaise pour les Allemands et l'Allemagne parce que les vieillards, les jeunes, les femmes étaient mobilisés, disons, à l'arrière aussi bien qu'au front, pour essayer de gagner cette guerre. In allen deutschen Kasernen und Garnisonen stehen in diesen Tagen die Tore weit auf, um sowohl die kriegsfreiwilligen deutschen Jungen als auch die im Rahmen des totalen Kriegseinsatzes aus Wirtschaft und Rüstung freigegebenen als Rekruten zu empfangen. Der Schritt in ein Leben, das nichts mehr mit ihrem bisherigen zu tun hat, beginnt. Die Pappkoffer werden abgestellt und man trennt sich von den Zivilklamotten. Dafür empfängt man Mütze, Rock, Helm und Waffe. Nur Geduld, es wird schon werden. Auch Exerzierpatronen gehören zur Ausrüstung. Und dann richtet man sich wohnlich ein. Die erste Anprobe fällt zufriedenstellend aus. Schon der nächste Tag sieht die Anwärter auf den Marschallstab in 3 Gliedern angetreten. In kurzer Zeit werden sie im gleichen Schritt und Tritt marschieren. Aus Anlass des Erntedanktages fand in Berlin eine Feierstunde des deutschen Landvolkes statt, auf der 8 besonders verdienten Männern das auf Vorschlag von Reichsminister Backe vom Führer verliehene Ritterkreuz zum Kriegsverdienstkreuz überreicht wurde. Die heutige Ehrung, so betonte Reichsminister Backe, ergibt für das Bauerntum die Verpflichtung, bis zum siegreichen Ende dieses Krieges noch mehr zu leisten und seine schweren Aufgaben für das Volksganze zu erfüllen. Zum Erntedanktage hat der Führer denjenigen Mitarbeitern des Reichsbauernführers, die das dynamische Prinzip der Agrarpolitik mit besonderem Erfolg in der Kriegsernährungswirtschaft verfochten haben, das Ritterkreuz zum Kriegsverdienstkreuz verliehen. Zum Abschluss der Feierstunde übermittelte Reichsminister Dr. Goebbels dem deutschen Landvolk den Dank und die Anerkennung des Führers und des ganzen deutschen Volkes. Auf einem Betriebsappell im Gau Weser-Ems spricht der Oberbefehlshaber der Kriegsmarine, Großadmiral Dönitz, zu den Männern und Frauen des Schiffsbaues. Was der deutsche Arbeiter in diesem Krieg trotz aller Belastungen durch die Luftangriffe leistet, sei, so sagte der Großadmiral, vielleicht das größte Ruhmesblatt in der Geschichte. Wir wissen, was unser harrt, wenn wir kapitulierten und entwaffnet würden.
Wir müssten uns schämen vor denen, die für uns gefallen sind. Vor unseren Kindern und Enkeln, die uns sagen könnten, ihr wart zu feige, um hart zu bleiben und auszuhalten. Für uns, so schloss der Großadmiral, gibt es nur den Weg des rücksichtslos harten Durchstehens und Kämpfens. Einen Mittelweg gibt es nicht. Wir müssen fanatisch zusammenstehen. Das ist unsere größte Stärke. Professeur Ten Have, c'est pas la première fois que les dirigeants nazis font appel à l'héroïsme des Allemands. Déjà Hitler, après Stalingrad, Goebbels surtout, encore après Stalingrad, maintenant c'est l'amiral Dönitz. Il est intéressant de voir que dans son journal, pendant cette semaine, Goebbels fait des remarques très curieuses. Il dit « Je note des craquements sur le front de l'Ouest, des craquements dans le haut commandement. Pas à l'Est, face aux Russes, aux Soviétiques, non, mais à l'Ouest, oui. » Et il ajoute cette phrase curieuse, il dit « C'est quand même assez extraordinaire que les généraux allemands considèrent comme un acte héroïque d'ordonner un recul. » Et pourquoi? Eh bien parce que pour eux, il est désormais plus héroïque de désobéir à Hitler que d'imaginer une stratégie. Auf Einladung des Reichsjugendführers trifft eine Gruppe von Einzelkämpfern der Kriegsmarine zu einem mehrtägigen Besuch in Berlin ein. Begleitet von den jungen Kameraden der Marine-Hitlerjugend fahren die Gäste zum Empfang beim Reichsjugendführer. Unter ihnen die Ritterkreuzträger Leutnant Vetter und Schreibersmat Gerhold. Zur besonderen Freude der Hitlerjungen haben die Kampfmittelfahrer einen Original-Einmann-Torpedo mitgebracht. Jeder darf einmal einsteigen und die Hebel bedienen. Hier, da drüber zielen, ja. Hier, so. Oh. Siehst du was? Nochmal. Hier. Hier. Hallo? Klarteig. Klarteig. Und wir sind dann auch runtergefahren nach Frankreich und sind gegen die Invasionsflotte angesetzt worden. Natürlich nachts rausgefahren und haben unsere Kursanweisungen gekriegt und so weiter, haben gewusst, wo die Invasionsflotte lag und dann los. Ran auf den Engler Wut haben wir auf den Burschen genug und wir dann nur ran auf den Engländer. Und wir sind dann auch durch die Sicherungsketten und so weiter, sind wir dann durchgebrochen. Und ich bin dann auch bis an die Zerstörer rangekommen. Und der Zerstörer, der hat aber durch seine Abwehr und so weiter, sind auf einmal 6 Zerstörer da gewesen. Und die haben uns dann eingeschlossen. Und ehe ich mich versehen habe, habe ich selbst mittendrin gelegen. Und ich wollte nur vorbei, ich wollte gar nicht mittendrin. Also gar nicht lange gezehrt, ich bin Sprengwirt auch klar gemacht und ran auf den Burschen. Ich war, mit seiner Schießerei hat er mich sowieso genug geärgert. Habe ich mein Sprengwirt darauf angesetzt, ich bin rausgeschmissen worden und so weiter. Und der Sprengwirt ist auf den Gegner zugelaufen. Und ich habe ihm auf mich eine reingesetzt, so dass er für die Kürze der nächsten Zeit hat er eben das Schießen vergessen. Der Kampf im Osten. Eine Sturmgeschützbrigade hat den Befehl zur Säuberung eines Dorfes in den Ostkarpaten erhalten. Aus den Bereitstellungen gehen die Sturmgeschütze in breiter Front auf das befohlene Ziel vor. Hat Feindberührung. Bolschewistische MG und Packnester liegen unter dem Feuer der deutschen Waffen. Nur eine Schramme. Der letzte Widerstand wird mit Maschinenpistole und Karabiner gebrochen. Die Opfer, die der Feind bei seinen Großangriffen in Mittelitalien immer wieder bringen muss, stehen in keinem Verhältnis zum Erfolg und zum Masseneinsatz an Menschen und Material. Sonnenaufgang über dem Schlachtfeld an der Adriafront. Ein Bauerngehöft wird vom Gegner mit Artillerie belegt. In wildem Galopp fliehen die freigelassenen Pferde den Hang hinab. In diesem Raum kam es tagelang zu einem fast pausenlosen Artilleriegefecht. Ein Regimentskommandeur bei der Lagerbesprechung in seinem Gefechtsstand. 8,8 cm Flakgeschütze beim Geschuss feindlicher Nachschubwege.
Im Hintergrund der Felsen von San Marino. Mit den Nachrouten stehen bis zuletzt die Pioniere am Feind. Italienische Sprengbomben werden zur Vernichtung einer Brücke herangeholt. Jetzt aber weg! Immer wieder bereiten die Pioniere dem Gegner Hindernisse, die in diesem schwierigen Gelände Stunden oder oft tagelange Verzögerungen mit sich bringen. Durch Baumsprengungen wird eine Straße im Hochwald an mehreren Stellen gesperrt. Im Westen besucht Reichsjugendführer Axmann die SS-Panzerdivision Hitlerjugend. In einer Ansprache sagt der Reichsjugendführer, die Haltung dieser jungen Soldaten und ihrer Führer ließ diese Truppe zum Sinnbild einer wahrhaft nationalsozialistischen Division werden. Dann verlieh der Reichsjugendführer den Angehörigen der Division das Ärmelband Hitlerjugend und überreichte im Namen des Führers den tapfersten Kriegsauszeichnungen für heldenhaften Einsatz. Das Ende der ersten britischen Luftlandedivision bei Arnhem. So begann die 10-Tage-Schlacht bei Arnhem, die, wie englische Stimmen eingestehen müssen, mit dem größten und wichtigsten taktischen Erfolg endete, den die Deutschen im Westen seit Invasionsbeginn erzielt haben. In den Mittagsstunden des 17. September landen die Angloamerikaner im Raum Eindhoven, Nimwegen, Arnhem mehr als 3 Fallschirm- und Luftlandedivisionen mit dem Ziel, die steckengebliebene Operation an der Westgrenze wieder flott zu machen. Schon nach kurzer Zeit gelingt es der deutschen Führung, die im Raum Arnhem operierende 1. englische Luftlandedivision einzukesseln und innerhalb von 10 Tagen zu vernichten. Mit allen Waffen werden die Briten schon während Landung und Sprung empfangen. Oft ist der Himmel minutenlang von Flugzeugen und Lastenseglern verdunkelt. Viele von ihnen werden noch in der Luft getroffen und stürzen brennend ab. Hunderte von Fallschirmjägern ereilt der Tod, noch ehe sie den Boden berührt haben. Flak- und Jagdflieger bekämpfen die Transportmaschinen und Lastensegler. Flammen stechen aus dem Rumpf. Das ist das Ende. Ein ganzes Feld von englischen und amerikanischen Lastenseglern, von denen viele unmittelbar nach der Landung in Brand geschossen werden. Ihre Besatzungen sind den deutschen Verteidigern ausgeliefert. Mit aller Ruhe gehen unsere Grenadiere des Heeres und der Waffen-SS gegen den Massensturm aus dem Himmel an. Ein motorisiertes 2 cm Geschütz vernichtet eine Gruppe von Fallschirmjägern. Sein Schicksal teilten Tausende. Gefangene Briten. Lastensegler, die nach Niederkämpfung der Besatzungen in unsere Hand fielen. Deutsche Lanzer unterziehen den Proviant britischer Fallschirmjäger einer Untersuchung. Deutsche Infanteriereserven auf dem Marsch zum Kampfraum um Arnhem. Radfahrerkompanien gelangen auf den glatten Autostraßen schnell zum Ziel.
Ein Waldstück wird durchkämmt. Immer neue Gruppen von Gefangenen werden von allen Seiten herangeführt. Eine Dachlandung. Hier wurden britische Fallschirmjäger mitten auf einen Bahndamm getragen. Für sie ist die Operation Berlin, wie General Eisenhower dieses Unternehmen bezeichnet, zu Ende. Sie haben sich abermals damit absen, dass der von Churchill für diese Tage festgesetzte Termin der deutschen Kapitulation nicht nur erneut auf unbestimmte Zeit vertagt werden musste, sondern niemals in Frage kommen wird. Professeur Tenhave, pouvez-vous me dire comment les Hollandais ont réagi à cet échec anglais, ce parachutage catastrophique d'Arnhem? Ça a été un échec très important pour la population néerlandaise aussi, et pas uniquement pour les forces alliées. Pour la population néerlandaise qui était proche d'Arnhem, bien sûr, parce qu'ils ont subi les batailles et c'était très dur pour la population civile. Et ultérieurement, on a dû les évacuer dans d'autres régions du pays. Mais ça a été aussi très grave pour d'autres parties de la population à l'ouest de la Hollande, parce que eux espéraient qu'ils seraient libérés en quelques semaines. Et ça n'a pas du tout été le cas, puisqu'ils ont dû attendre jusqu'en mai 1945. Et entre-temps, ils ont subi la période la plus tragique de toute la guerre. C'est l'hiver de la faim, de la famine. La population à l'ouest du pays est presque morte de faim et de froid au cours de ces mois. Mais je vais vous demander aussi, pendant les années qui ont précédé, quelle a été globalement, comparé à l'attitude de la population française ou belge, l'attitude de la population néerlandaise? Est-ce que vous pouvez en faire un tableau? Oui, je vais tenter de le faire, donner une vue d'ensemble. Cette attitude de la population néerlandaise n'est pas tellement différente au fond de celle des populations d'autres pays occupés, bien qu'il y ait quelques différences. Tout d'abord, la majorité de la population était anti-allemande contre l'occupation dès le début. Mais quelles ont été les conclusions que la population a tirées? La tradition néerlandaise est de respecter l'autorité, le gouvernement en général. Et bien qu'au début, les gens ont été profondément anti-allemands, ils avaient l'impression que c'était le gouvernement, il fallait donc leur donner une chance de faire leurs preuves. Évidemment, en droit international, le vainqueur a peut-être le droit d'être ici et de régner pendant la guerre, au moins. Et donc, il a fallu quelque temps à la population pour évoluer de cette position vers une position qui impliquait un choix entre la collaboration et la résistance. Et c'est très important dans le contexte néerlandais. Ultérieurement, comme dans les autres pays, vous avez eu un mouvement de résistance très important, mais une partie importante aussi de la population est restée passive. Et cela a eu des conséquences très graves pour la population juive du pays, car cela a eu des conséquences tragiques. La plus grande partie de la population juive a été déportée et morte en déportation. Mais comment pouvez-vous expliquer que dans ce pays où la résistance aux Allemands a été plus forte qu'ailleurs, d'une certaine façon, il y a eu plus de Juifs déportés que dans d'autres pays? Je veux être honnête ici et vous dire que les historiens discutent encore de la question. Et je crois que la seule solution, c'est de comparer la situation entre les différents pays européens. Mais on peut tout de même dégager un certain nombre de faits.
Premièrement, la première perception de la période de la guerre aux Pays-Bas était que la population résistait globalement et aidait les Juifs, aidait les forces alliées. Dans la réalité, il faut être, je pense, un peu plus honnête et un peu plus modeste aussi, et reconnaître que la population était passive pendant toute une période de l'occupation. Par contre, il faut tenir compte aussi de problèmes de terrain. Disons que le terrain des Pays-Bas n'est pas idéal pour une résistance. Nous n'avons pas un maquis, comme en France, par exemple. Et il y avait d'autres éléments qui entraient en jeu. Au cours de l'occupation de la Hollande, nous avions une administration civile allemande sous la houlette du commissaire du Reich, Inquart, et pas d'administration militaire comme la Belgique ou le nord de la France. Et dans une administration civile, les SS avaient la possibilité d'avoir une position plus solide. Et à partir de là, vous pouvez imaginer ce que pouvait être la répression, qui était bien pire, et cela a eu un impact sur la résistance. Oui, mais alors ça a renforcé le mouvement de résistance, certes, mais par ailleurs, c'est quand même les Pays-Bas qui ont eu le plus grand nombre de nazis flamands qui sont entrés en guerre et partis se battre en Russie, proportionnellement à la population. En fait, sur les Flamands, vous avez raison, mais vous savez que les Flamands font partie de la Belgique et qu'ils avaient leurs propres problèmes à l'époque. Ils étaient convaincus, c'était une illusion en l'occurrence, qu'ils pourraient peut-être résoudre leurs problèmes en travaillant avec les Allemands. Ces problèmes étaient liés à, disons, une répression à leurs yeux de leur langue, du fait de la population francophone en Belgique. Aux Pays-Bas, c'était différent. Il y a eu des dizaines de milliers de gens qui ont décidé de travailler et de s'incorporer dans les SS. Mais disons que cette partie nazie de la population était isolée au cours de l'occupation. La grande majorité de la population des Pays-Bas ne voulait absolument rien avoir à faire avec les Allemands. On a commencé par plaisanter ces gens-là. Ensuite, on les a détestés. Et donc, il y avait une division profonde au sein de la population néerlandaise. Autrement dit, les Pays-Bas se trouvent être le pays où il y a eu le plus grand écart entre ceux qui se mettaient du côté des nazis, des Allemands, et ceux qui y résistaient. Oui, et pourtant, le pays est resté homogène. Oui, c'est vrai. Mais ça s'explique. Il n'y a pas eu de guerre civile. Non. On peut expliquer la chose en regardant la situation au cours des années 30, avant la guerre, et regarder de plus près la société néerlandaise. Les gens se sentaient bien sûr profondément néerlandais. Mais en même temps, la société néerlandaise était divisée en différents groupes, les catholiques romains, les protestants, les sociodémocrates, peut-être les libéraux, etc., qui vivaient en autarcie au sein de leur groupe. Ils se mariaient même entre eux, au sein du groupe. Ils avaient leurs propres organisations, leurs propres magasins, et tout était organisé sur cette base-là. Donc il était important pour eux d'avoir un sentiment national, et on considérait que les nazis néerlandais étaient hors de ce groupe, hors du groupe national. Et donc c'est le sentiment national, finalement, qui les a unis. Eh bien, on va voir maintenant les actualités américaines, où nous reverrons des scènes d'Arnhem, et peut-être nous aurons encore à reparler des Pays-Bas. The drive on Germany. The American First Army sweeps on in one of the greatest offensive blows of the war. New blows against the Siegfried Line, the line Hitler said could never be smashed. But this is the way parts of Adolf Hitler's West Wall look today. Pillboxes smashed by day and night hammering by Allied bombers. German towns in ruins. These are among the first pictures from inside Germany's own borders to be filmed by Allied cameramen. Near one battlefront, Archbishop Spellman of New York pays a visit to Lieutenant General Courtney Hodges, who commands the American First Army. Along
Along the vast 450-mile front, from the Swiss border to the Netherlands, it's the toughest fighting since Normandy. Far back, one man falls. These are Signal Corps pictures. In some liberated towns, citizens have to pick their way through landmines that have been dug up. Belgian girls with a new style note, dresses from Allied flags, and GIs with a new travel note, tank to trolley handshakes. Soldiers also have some ideas about street celebration. It's a GI version of the scarf dance, or something. Moments of happiness before the bitter battles ahead. Somewhere in Dutch New Guinea, in the early dawn, signal for invasion. For these U.S. fighting men, rehearsed and ready, the long line of march that began at an induction center back home is nearing its objective. A small dot on the Pacific map few people know or ever heard of. Palau, gateway to the Philippines. Professeur Ten Hove, je crois que c'est la seule fois dans les actualités qu'on entend parler des Dutch New Guinea. La Nouvelle-Guinée hollandaise, c'est la partie occidentale de l'immense Nouvelle-Guinée qu'on voit ici au sud de Palau. Et moi, je veux vous demander de nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe dans ce pays à l'époque et qu'est-ce que c'est devenu. C'est important de l'entendre de la bouche d'un Hollandais. I will try. Well, je vais essayer. La Nouvelle-Guinée néerlandaise était la partie la plus inintéressante des Indes néerlandaises. Il y avait l'Indonésie, ça appartenait à la partie est de la colonie, et il y avait d'autres parties à l'est de ce territoire qui étaient beaucoup plus importantes que la Nouvelle-Guinée. Par exemple, l'île d'Ambon, vous avez sans doute entendu parler de cette île dans les Moluques, élément très important dès le début de la colonisation néerlandaise. Ils ont été colonisés dès le XVIIe siècle, important sur le plan commercial pour les Néerlandais, pour la Compagnie des Indes néerlandaises, du fait des épices. Ultérieurement, au cours du XIXe, XXe siècle, beaucoup d'Ambonnais ont participé aux guerres coloniales. Ils étaient dans l'armée coloniale néerlandaise. Et en 1949, lorsque l'Indonésie a accédé à l'indépendance, beaucoup de ces Moluquiens se sont rendus aux Pays-Bas parce qu'ils ne voulaient pas être en une Indonésie indépendante parce qu'ils préféraient, eux, avoir une île d'Ambon indépendante et toute seule, ce qui a causé des tas de problèmes pour ces populations en Hollande, parce que les Hollandais les aimaient pas tellement. Mais ça, Ambon, c'est assez l'épaisse, mais en Nouvelle-Guinée. Alors j'ai dit que la Nouvelle-Guinée n'était pas importante. Il y a deux raisons peut-être qui font qu'on doit l'évoquer. La première, c'est que dans les années 20, dans les années 30, la Nouvelle-Guinée était utilisée comme colonie pénitentiaire par les autorités pour exiler les nationalistes indonésiens comme Sukarno et Arte, par exemple. Et là, ils n'avaient rien à faire, ils n'étaient donc plus tellement dangereux. La deuxième raison qui fait qu'on doit évoquer la Nouvelle-Guinée, c'est qu'en 1949, lorsque l'Indonésie est devenue indépendante, la Nouvelle-Guinée n'a pas été incluse dans l'indépendance. C'est resté néerlandais. Et ce, pendant des décennies. Ce n'est qu'au début des années 60 que la Nouvelle-Guinée hollandaise est devenue partie de l'Indonésie. Alors, la question que vous poserez, c'est pourquoi ? Alors là, la réponse est très difficile. Il y avait des raisons officielles qui voulaient qu'on fasse une exception pour la Nouvelle-Guinée. Les autorités néerlandaises pensaient que c'était peut-être la solution pour tous les métis, mélange dont sont mêlés néerlandais et indonésiens, qui émigraient de l'Indonésie indépendante et y allaient vers la Nouvelle-Guinée. On pouvait donc les faire habiter là-bas. Puis il y avait un autre élément qui était psychologique. Les Néerlandais, après 4 années de guerre coloniale, ne voulaient pas accepter vraiment psychologiquement l'indépendance, sauf si on gardait un petit territoire qui n'était pas tellement important avant d'ailleurs. Now the full might of Admiral Halsey's third fleet is unleashed. Sea and air power at its greatest.
This is the awe-inspiring technique perfected in 10 months of island invasion. These are Marine and Signal Corps pictures. For the 1st Marine Division, the landing is not the battle. Real fighting starts inland with our troops ashore. The Jap is groggy, but he does not crack. Instead, he waits for us to tire, even when his defeat hammers at him as insistently as a machine gun, as loudly as a howitzer, as overwhelmingly as a Sherman tank. The lesson of his treachery must be driven home to him by utter physical destruction. Here on Peleliu Island, 500 miles from the Philippines, fire is fought with fire. After 15 days of fighting, Jap dead number over 8,000. But not all the dead and wounded on Peleliu are theirs. 1st Regiment Marines met some of the stiffest Jap resistance yet. Casualties, 60%, scored by lethal mortar and machine gun fire. And among the casualties on this day was a cameraman who was filming this very battle. Damien Pereire was killed by enemy machine gun fire while filming frontline operations. His films on the combat cameramen, his friends and sidekicks were among the last he ever made. Damien Pereire was a veteran of 33 years when a Jap bullet got him. But from Fort Capuzzo to Tobruk, in Greece, on Guam, across the rainy jungles of New Guinea's Kokoda Trail, Pereire was there with his camera. He died with the Marines in line of duty. Annapolis, Navy preseason choice of the experts, opens against North Carolina pre-flight. First quarter, it's the Middies' ball as Bob Jenkins tosses a 30-yarder. Martin runs it over for the first score. Second quarter, Carolina's ball. They're racing downfield by a series of smart passes. Now pre-flight's on the Navy 16-yard line. A pass does the trick, tying the score at 7-7. Third quarter, Navy's ball. Jim Pettit fumbles. Carolina's Partington grabs it. Remembers the new rule allowing defenders to run a fumble and hot foots it for 55 yards and a touchdown. Still the third quarter and a worried Navy trailing 7-14 drives hard. Navy on Carolina's 1-foot line. Navy over to tie the score again, 14-all. Fourth quarter, the score still tied. Navy kicks to pre-flight. Brame is running it back. Navy is closing in on him. He laterals to Aschenbrenner, who's 55 yards from the Navy goal and burning up space. And there goes the ball game. Navy losing to North Carolina 14-21. 1944's first big upset. St. Louis and 35,000 to hear for the first exclusive World Series game in the city's history. Connie Mack's on hand and posing with the rival managers is Governor Bricker. And rival pitchers Mort Cooper and Dennis Galehouse. Now, highlights of the game. Fourth inning, Gene Moore singles in the first hit for the Browns. The Browns look good as the game gets rolling. George McQuinn, the Browns' veteran first baseman, facing the Cards' most experienced pitcher, Mort Cooper. And it's a high one for a home run.
Moore and McQuinn both scoring, and it's the Browns 2, Cardinals nothing. Then ninth inning, and the Cards' long, lean Marty Marion hits his second two-bagger of the afternoon. Pinch hitter Ken O'Day at bat. Galehouse pitching, and O'Day lifts one, scoring Marion, who had gone to third. Two to one, and while there's life, there's hope. Johnny Hott handles a long fly to center. Reeves grabs it for the last out. First World Series game ever to be won with so few hits, and the first game surprise for the Browns. At St. Patrick's Cathedral, last rites for Alfred Emanuel Smith, who died at 70. The sidewalks of New York will never be the same with Citizen Smith away. His last pictures made during the War Loan Drive a few months ago. Al Smith's early life was spent on the Lower East Side, here at 25 Oliver Street. He rose from a fish market clerk to the governor's mansion in Albany. For 4 terms, he fought for repeal and new social legislation. Then 1928, and Al Smith was nominated for president by Franklin D. Roosevelt. He carried his unsuccessful campaign to the people in all sections of the country with the famous slogan, "Let's look at the record." In 1936, he broke with the Democratic Party and stumped for Landon and later Wilkie. Out of politics, the giant Empire State Building took much of his time. And in the Brown Derby he made famous, he showed tourists his beloved New York. But Al was always proudest of his grandchildren. In 1937, with Mrs. Smith, he visited Europe. Al never recovered from the shock of his wife's death in May of this year. After an audience with the Pope, he was named a papal knight. The nation mourns the happy warrior. Here was a great American. The Western Front, and Germany shelled inside its own borders for the first time. New wedges smashed in the West Wall, and Allied forces push on to the bitter battle for Germany itself beyond the Siegfried Line. And these are the first men through the Siegfried Line. These are the men who are knocking out the forts that Hitler called impregnable, who are beating the Nazi supermen in their own front yard. Planes and gliders over Holland. Holland, flooded by the Nazis to prevent just such operations as this. More and more skyborne troops to add to the ever-growing ground forces menacing the German line of retreat at Nijmegen. The Allied Airborne Army. Their comrades were the heroic fighters who stood alone at Arnhem. Polish sky troops sped by gliders. Most of the landings are completely successful, but there's always the chance of a bad upset. A glider tow plane headed for a crack-up, but the pilots managed to bail out. Troops unload and prepare to meet the British Second Army, and Dutch friends help out with directions. Remember Arnhem and all the heroes of the Netherlands.
Paris, and after 4 terrible years of German occupation, the curtain of darkness is drawn aside for the world to see its people at peace once more. All the old landmarks are here, and at newsreel theaters just opened, audiences jam the streets to get in, starved for the sight of some honest films. At the world-famous Schiaparelli's, some GIs drop in for a sniff of the shop's latest perfumes. Though regular transportation facilities are in a state of collapse, Paris ingenuity finds various ways of getting from place to place, with bicycles the most popular conveyance. Paris, a little shabby perhaps, but beautiful as ever. Victory at Le Havre, the second greatest port of France in Allied hands. Flame-throwing tanks spearheading the land assault. Canadian and British troops move in after a terrific pounding that began long before D-Day and left the dock area in ruins. 9,000 of Hitler's fanatical suicide squad, some of them sailors, decide surrender is better than death for their Führer. The Nazis are on the march, marching to defeat. Professeur Ten Have, qu'est-ce qui vous frappe dans ces actualités américaines? Well, aside from the actual fighting, it strikes la guerre, les opérations militaires, il est frappant de voir qu'un temps extraordinaire est consacré au sport. Et quand on y réfléchit, ça n'est pas aussi étrange que cela paraît à première vue. Parce que ces Marines qui se battaient dans le Pacifique, ils avaient besoin de ces sports. C'était une distraction qui venait du pays. Vous savez, nous savons qu'en France, aux Pays-Bas, au cours de l'occupation, le sport et autres formes de distraction étaient très importantes pour la population. Eh bien, pour revenir à nos pays et aux Pays-Bas, plus exactement, vous nous avez dit qu'entre l'attitude des Pays-Bas et l'attitude de la Belgique, durant la guerre, il y a eu un certain nombre de différences. Et pourtant, c'est maintenant que ces deux pays vont s'unir, le Benelux. Ils se constituent dès la fin de 1944, enfin, les pensées de la fin de 1944. Comment vous expliquez ce rassemblement, ce rapprochement après une telle divergence de comportement pendant la guerre? Les Pays-Bas et la Belgique sont un cas classique de voisins qui ont un rapport de haine et d'amour en même temps. On plaisante à l'égard les uns des autres. Des plaisanteries pas toujours très drôles d'ailleurs. On se moque les uns des autres. Ils ont eu des problèmes au cours de l'histoire. À l'époque où l'on a créé les Pays-Bas au XVIe siècle, il y a eu une division entre les Pays-Bas du Nord et du Sud. Le Sud est devenu la Belgique. Et il y a eu une évolution historique différente. Mais ultérieurement, au début du XIXe siècle, une courte période où le royaume des Pays-Bas, sous Guillaume Ier, il y a eu à nouveau fusion des deux pays. Mais les Belges n'aimaient pas ça, et en 1830, il y a eu une révolte et ils sont redevenus indépendants. Et il y a eu toujours des rapports un peu difficiles, même en 1920, les années 30 aussi. Il y avait des problèmes de frontières et aussi des problèmes d'échange entre les deux pays. Et cependant, il y a beaucoup de choses que nous partageons. D'abord, la langue, le flamand et le néerlandais sont des langues très proches, en réalité, et au niveau culturel aussi. Et au niveau des échanges, au cours de la Deuxième Guerre mondiale, les deux gouvernements sont réunis à Londres et ont pensé qu'il fallait trouver une solution parce que la neutralité des deux pays était très importante au niveau de la politique étrangère avant la guerre. Et cette neutralité n'existait plus, n'était plus utile après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ils ont considéré qu'il était nécessaire de coopérer.
Et il fallait commencer sans doute entre les deux premiers voisins. Et aujourd'hui, 50 ans après, est-ce que ce Benelux a produit un rapprochement réel entre les deux peuples ou c'est purement une association d'État et commerciale? Well, in the last years, au cours des dernières années, la Flandre, la partie néerlandophone de la Belgique, a eu une position plus indépendante au sein même de la Belgique. Et il y a eu rapprochement ces derniers temps entre les deux pays. Mais disons que globalement, il faut reconnaître que c'est avant tout un accord matérialiste entre les deux pays, pas véritablement une unité. Merci, professeur Ten Have, pour ce témoignage et pour cette analyse. La semaine prochaine, nous verrons les actualités françaises et allemandes.